21h de la télévision Bonferraya. Cela dit, le Premier ministre chef du gouvernement, Birji Rafini, s'est rendu sur les sites sinistrés de Kwaratagi, Nord Sonissi et Gabogura le samedi dernier pour constater l'ampleur des dégâts. Le compte rendu avec Aminata Yayamiga sur les images de Seraouda. Suite aux fortes précipitations enregistrées dans la matinée du samedi ayant occasionné des pertes en vies humaines et d'importants dégâts matériels, le Premier ministre, chef du gouvernement Birji Rafini, accompagné d'une délégation, s'est rendu sur les sites sinistrés de Gabugura, Nord Sonissi et Kwaratagi. Il a rassuré les populations sinistrées qu'une aide sera rapidement déployée pour soutenir ces sinistrés. Nous avons pris la mesure exacte du travail à faire et nous sommes engagés, déterminés à apporter des solutions aux populations qui ont des problèmes en termes d'hébergement, en termes de nourriture. Et je pense que la municipalité et le gouvernorat vont mettre en place un plan d'urgence pour qu'en rapport avec nos partenaires, nous puissions véritablement venir au secours de ces populations qui sont aujourd'hui très inquiètes. Situé sur la route de Tondibia, le village de Gabugura dénombre plus d'une centaine de familles sinistrées et d'importants dégâts matériels. Nous avons enregistré quelques blessés, mais des blessés légers. Mais nous avons eu aussi d'autres sous l'effet d'avoir tout perdu, qui sont effondrés en larmes et qui par la suite, donc vraiment, d'autres sont même tombés dans le coma. Ces inondations trouvent leur origine dans plusieurs facteurs d'après le chef du village de Gabugura, d'où son cri de cœur. Nous attendons de l'État vraiment qu'il puisse prendre beaucoup de décisions par rapport à ce qui est en train de se passer. Des décisions par rapport à la population qui construit de manière anarchique, par rapport aux lotissements privés qui se font de manière anarchique et par rapport aussi même cette route, la RN1 qui a été construite de manière vraiment, je ne peux qualifier, là où il n'y a pas de système d'évacuation d'eau. Le goudron est là, l'eau vient, il stagne, il ne peut plus passer, il est obligé de retourner dans le village. Selon le bilan fait, cette année, les inondations ont déjà causé plus d'une quarantaine de décès et d'importants dégâts matériels. Comme une réponse aux multiples défis, les inondations et le grand banditisme qui plombent le bien-être et la tranquillité de Niamey, l'aménagement de Guntuyena sur plus d'1 kilomètre est vivement salué par les populations, mais surtout les riverains de cette vallée. Le reportage de Sidi Kouarou. Longtemps resté comme le repère incontesté des voyous et autres malfrats du tout Takabi, la vallée de Guntuyena fait l'objet d'un ambitieux programme d'aménagement sur plus d'1 kilomètre de sa longueur. Exécuté par le géant français du BTP, Satom, ces travaux d'aménagement comprennent aussi plusieurs autres réalisations à l'image de ce pont qui enjambe les deux rives de la vallée et qui, depuis, a permis à cette partie de la ville d'être connectée au reste de la population. Aujourd'hui, au-delà du désenclavement, les premiers bénéficiaires saluent un projet qui a embelli leur espace de vie, mais aussi et surtout a permis d'écarter le risque d'inondation. Sanigado est un riverain du milieu Guntuyena. Cela fait une décennie qu'il habite cette zone. Pour lui, l'aménagement de cette zone est surtout une victoire des autorités sur le grand banditisme qui, des années durant, a trouvé refuge dans cette vallée. Vous voyez toutes ces cicatrices sur mon crâne et à côté de mon œil, ce sont des séquelles d'attaques de voleurs. La nuit, si on revient du marché, on était toujours la cible des délinquants coupeurs de route. Cet aménagement a également permis au paludisme de reculer. On fait constater les riverains. Avant, il y a plusieurs problèmes ici. Il y a les saletés, il y a les arbres, saletés, les arbres sauvages là. Est-ce que tu comprends? Plusieurs saletés, maintenant, Dieu merci, alhamdoulilah. L'endroit est super bien parce que le travail qu'on a pu faire, c'est vraiment un bon travail qu'on a fait, quoi. Donc maintenant, ce que je veux attirer à l'attention de la population, de bien prendre soin de l'endroit.
Cette initiative du gouvernement est louable à plus d'un titre et les riverains comptent bien le faire savoir. Les populations bénéficiaires remercient le chef de l'État, M. Issouf Mamadou, pour les avoir sécurisés. Elle l'invite à persévérer dans son noble combat. Aujourd'hui, elle espère surtout que la zone sera électrifiée et que ces travaux vont aussi concerner la totalité de l'éducation. Dans cette édition, les enseignants contractuels continuent d'accumuler des arriérés de pécule, des arriérés de 2 mois, dont celui de juillet et août. À cette occasion, l'une de nos équipes s'est allée à la rencontre des acteurs syndicaux pour en savoir plus. Le reportage de Reina Moussa et Abdelaziz Sebou. Une quarantaine de jours après l'évaluation des enseignants contractuels créés en mai, ces derniers attendent toujours le paiement de leur pécule. Ce 28 août 2017, ils accumulent 2 mois d'arriérés de pécule, à savoir le mois de juillet et août. Nous avons vraiment le regret de faire le constat que les enseignants contractuels, surtout de l'enseignement primaire, n'ont pas encore bénéficié du mois de juillet. Et malgré qu'il y a eu cette évaluation qui est censée classifier les enseignants contractuels, les bons, les moins bons et les nuls, tout ça là s'est passé dans un épisode vraiment macabre où des situations allant jusqu'à l'arrestation des enseignants ont vu le jour. Et ce qui est vraiment malheureux aujourd'hui, c'est de faire le constat que l'État se trouve toujours dans l'incapacité de pouvoir payer les pécules à terme échu. Et je pense bien que le message est clair. Aujourd'hui, le déficit dans le système éducatif, ce n'est pas les enseignants, ce n'est personne d'autre que l'État qui se trouve souvent dans l'incapacité de payer les pécules. Alors nous savons pertinemment que quel que soit le niveau en maths et en français, si tu n'as pas le minimum vital pour subvenir aux besoins de ta famille, tu ne peux être qu'un enseignant moralement abattu. Ce calvaire que vivent les enseignants contractuels n'a pas du tout touché les enseignants titulaires qui, au moment de la réalisation de ce reportage, sont en train de percevoir leur salaire du mois d'août. Je suis enseignante titulaire et je viens de prendre mon salaire. Ça n'a aucun arrêt. Les enseignants contractuels doivent encore attendre leur pécule, l'on ne sait jusqu'à quand. Mais ils fondent l'espoir que le gouvernement réagisse afin qu'ils puissent fêter l'Aïd el-Kébir dans les meilleures conditions. Les ressortissants de Ngalewa ont animé un point de presse hier dimanche après-midi afin d'apporter leur soutien à leurs frères détenus lors de l'attaque survenue dans la nuit du 2 au 3 août 2017 dans cette localité, mais aussi pour soutenir le gouvernement dans ses actions de lutte contre Boko Haram. Le compte rendu avec Hussein Hassoumi sur les images de Canal 3. À travers ce point de presse, les ressortissants de Ngalewa ont dressé le bilan de l'attaque survenue dans ce village situé dans la communauté urbaine de Ngimi dans la nuit du 2 au 3 août 2017. Dans la nuit du 2 au 3 juillet 2017, cette localité a été victime d'une attaque, d'une violence inouïe. Des hommes armés se réclamant de la secte terroriste Boko Haram ont investi les lieux. 9 personnes ont été tuées et 39 autres, dont des femmes et des jeunes majoritairement, emportés et gardés jusqu'à date dans une localité que nous n'avons pas encore identifiée. Tout en exprimant des remerciements à l'endroit du premier responsable du pays et de la société civile pour l'intérêt qu'ils accordent à ces problèmes, ces ressortissants ont aussi demandé au gouvernement de tout mettre en œuvre pour une libération rapide des détenus. Nous nous sommes dit que le moment est venu de persévérer dans la solidarité par rapport à ces populations meurtries. Ceux qui sont restés au village, bien évidemment, ont abandonné non seulement leur terroir, mais aussi leurs biens. Et se sont réfugiés qui à Ngimi, qui à Kablewa ou même à Tifa. Et pour ceux qui sont détenus,
parce que c'est vraiment des prisonniers. Donc, nous demandons avec insistance au gouvernement de persévérer pour obtenir leur libération. Afin d'accompagner le gouvernement dans ses actions, ces ressortissants prévoient d'organiser une réunion élargie pour mettre en place une structure pour le développement de la région en général par rapport aux attaques de Boko Haram. Ouverture ce matin à Niamey d'un atelier de formation à l'endroit des acteurs étatiques sur les droits humains et les mécanismes de leur protection. Cet atelier se tient sur une initiative de la CNDH et de la délégation de l'Union européenne au Niger. Youssouf Haidara et Ibrahim Amadou. Outiller les points focaux de la Commission nationale des droits humains CNDH au niveau des ministères, c'est l'objectif de cet atelier de formation sur les droits humains et les mécanismes de leur protection initié par la CNDH en partenariat avec la délégation de l'Union européenne au Niger. Une initiative qui permettra à la Commission de mener ses activités à tous les niveaux des secteurs socio-professionnels au Niger. Cet atelier est le fruit d'un partenariat avec la délégation de l'Union européenne au Niger et la Commission nationale des droits humains à travers le projet Appui à la promotion et à la protection des droits humains au Niger. La mise en œuvre du dit projet permettra à la Commission d'entreprendre plusieurs activités de terrain, mais aussi l'organisation des sessions de formation à l'endroit des acteurs étatiques et non étatiques. Afin d'assurer la visibilité de ces actions au niveau de tous les secteurs socio-professionnels, la Commission nationale des droits humains a mis en place des points focaux au niveau des ministères, de différents ministères. Elle a en effet senti la nécessité d'outiller ces points focaux en matière de droits humains et de promotion de la démocratie, ce qui justifie la tenue de cet atelier de formation sur les droits humains et les mécanismes de prévention. Avant de procéder à l'ouverture de cette formation, Hassan Karanta Assouman, rapporteur général adjoint de la CNDH, a rappelé à l'assistance que la CNDH maintient toujours son statut A qui lui confère le privilège à l'international. Rappelons que le statut A est accordé aux institutions nationales des droits humains les plus conformes aux principes de Paris. Notre INDH a été reconnu par la communauté des INDH comme étant conforme aux principes de Paris. Durant les 48 heures que va durer cette formation, les participants seront outillés afin de permettre à la Commission nationale des droits humains CNDH de bien mener ses activités de veille sur le respect des droits humains sur toute l'étendue du pays. L'université suisse UMEF of Niger a procédé ce matin au test d'entrée de cette université au profit des étudiants à niveau bachelor. Ils sont nombreux les candidats étudiants à prendre part à ce test sous la supervision des enseignants et surveillants expérimentés. Le compte rendu dans ce reportage. Ici, à l'université suisse IMEF of Niger, il n'y a pas de chance, encore moins de place pour les étudiants qui aiment trop la facilité. Ainsi, en ce jour lundi 28 août 2017, jour du test d'entrée à Suisse IMEF University of Niger, c'est une grande ambiance dans un décor planté qui a prévalu, le tout dans un dispositif organisationnel sérieux. À 7h30 déjà, le corps professoral est déjà sur place pour la mise à niveau et la vérification des pièces des candidats. Après l'appel et la vérification des pièces, les premiers candidats aptes à passer ce test nous expliquent le pourquoi du choix de Suisse IMEF University of Niger. Le double diplôme du MEF, donc du MEF Suisse et puis du MEF Niger, et aussi ce qui m'a plus motivé, c'est le corps professoral. C'est d'abord la qualité du corps professoral. Ensuite, il y a une bonne organisation. La manière dont ils parlent de leur université, c'est ce qui m'a sincèrement touché au cœur. C'est pour cela que je suis venue. Des sages conseils prodigués aux candidats avant l'ouverture de l'enveloppe consacrant ainsi le début de ce test. Le premier responsable de Suisse IMEF University of Niger a davantage expliqué le pourquoi de ce test. Parce que nous voudrons former les leaders de demain. Nous voudrons
aider ces jeunes, leur apprendre comment progresser dans le monde d'aujourd'hui avec des professeurs de très haut niveau, et pour cela nous avons besoin d'avoir des étudiants qui ont le niveau. C'est pour cela que nous organisons ce test pour sélectionner les meilleurs d'entre eux qui seront bénéficiaires d'une bourse d'études, de la bourse complète à la demi-bourse. Et puis les autres qui ne seront pas au bénéfice d'une bourse doivent avoir quand même 10 sur 20 pour espérer rentrer dans notre université pour faire leurs études. À l'issue de 3 heures de temps d'examen, les candidats jugent abordables les épreuves. Pour un bon candidat, les sujets ne sont pas vraiment difficiles. C'est abordable vraiment. L'écriture générale, les textes, en plus forte, les rédactions, vraiment, c'est pas vraiment difficile. Trouver les questions vraiment abordables. Donc, en général, ça va quoi. Donc, on espère quelque chose. Et l'université, vraiment, ça promet c'est ça. Je trouve les examens abordables vraiment. Vraiment, sur tous les plans, ça a été abordable. De tout ce qui nous a été présenté, et on voit notre avenir ici à l'UMEF Suisse. Les épreuves étaient abordables, c'était moins difficile. Cette première phase du test d'entrée à SUS IMEF University of Niger a consacré le niveau bachelor avec plus de 300 étudiants candidats prétendants. Par ailleurs, une séance de rattrapage est prévue pour le 19 septembre prochain pour les candidats qui n'ont pas pu passer le test du 28 août 2017. Aujourd'hui, très connu à travers le monde pour la qualité et la rigueur dans ses programmes d'enseignement, SUS IMEF University of Niger met en exergue davantage la qualité, la rigueur et la responsabilité dans le travail et s'engage à offrir à la jeunesse nigérienne un enseignement supérieur de qualité à faire de nos diplômés des leaders de demain. Tout autre chose à présent, à quelques jours de la fête de Tabaski, outre le marché de bétail, les artères et autres places vides sont bondées de moutons. Une de nos équipes a fait le constat de ce point de vente. Voici le reportage signé avec Aboubakar Amadou et Ablaziz Jibrila. À moins d'une semaine de la fête de Tabaski, les marchés de bétail abondent toujours de moutons. Ici, au marché de Tourakou, même les alentours ne sont pas épargnés. Du coup, l'ambiance autour de ce marché devient dense. À l'origine de ces points de vente circonstanciels, l'interdiction des autorités municipales aux revendeurs ambulants de sillonner les rues de la capitale. Oui, avec cette interdiction de sillonner la ville avec les moutons à la recherche de la clientèle, on n'a pas eu d'autre choix que de nous cantonner dans ce lieu de vente. Et on est assez bien ici. Ceux existant déjà dans le marché et les ambulants se retrouvent ainsi sur un seul endroit et du coup cet attroupement des animaux sur la voie publique engendre un embouteillage chez les usagers. Ce n'est pas de gaieté de cœur que nous nous retrouvons sur la voie goudronnée avec les moutons. Nous demandons un peu plus de patience de la part des automobilistes. Cette activité ne va pas durer longtemps, c'est juste pour la fête. Comparativement à l'année dernière, cette année, les moutons sont disponibles à grande quantité dans les différents marchés de bétail. Mais compte tenu de la morosité économique du pays jusqu'à cette date, les clients ne viennent qu'à compte-gouttes selon les revendeurs. Mais ces derniers gardent l'espoir pour les jours à venir. Le temps apparemment est en train d'avoir raison des irrégularités à relever dans l'organisation et la tenue de l'élection du chef de canton de Gorwal le 15 juillet 2017. Aujourd'hui, image à l'appui, nous savons donc un peu près exactement ce qui s'est passé dans le Gorwal à l'occasion donc de ce scrutin. Le commentaire signé Abdurrahman Younous Issa. Au-delà des irrégularités soulevées par les héritiers de la chefferie du Gorwal sur la qualité d'ayant droit du Dr Haruna Benbello et celles relevées dans le processus électoral jusqu'à la date du fameux scrutin du 15 juillet 2017, aujourd'hui, 6 semaines après ce vote contesté et contestable, l'on est en mesure de relever sans phare le caractère illégal et illégitime du vote qui a consacré Dr Haruna Benbello, chef de canton du Gorwal. Premier fait remarquable à Souhé sur ces images, en effet, le scrutin a eu lieu sur fond de violence avec des arrestations sans discernement de villageois pourtant en principe concernés par un tel scrutin. Deuxième fait, tout aussi remarquable à volonté, c'est que le vote s'est déroulé hors de toute agglomération
dans la brousse en l'occurrence, avec comme public et seul témoin les membres de la délégation gouverneurale de Tillabéri et autres officiels locaux et départementaux et FDS mobilisés en masse. Normal, l'on ne peut s'accommoder de témoins, voire même de curieux gênants, quand on s'apprête à tenir en guise d'élection une supercherie aussi flagrante. Jugez-en vous-même. En effet, dans le déroulé du vote, sous la supervision du gouverneur de Tillabéri comme président du bureau de vote, 13 chefs de village ont été annoncés présents sur les 26 que compte le collège électoral initial. 13 chefs de village, le quorum est en principe atteint, sauf que la présence physique réelle de chacun de ces chefs de village prête à caution. La preuve, regardez bien ces images du vote des chefs d'au moins 3 villages, ou du moins, pour être exact, de ceux qui se sont fait passer pour les chefs de ces 10 villages. À l'appel du village de Deya Hondo, par exemple, regardez le votant à gauche de votre écran. Ce n'est pas le chef de village de Deya Hondo. Le vrai chef, c'est celui-ci, ce vieux homme en haut à droite de votre écran. Passons au votant du village de Wanzarbe 1. Voyez celui qui a mis le bulletin dans l'urne à gauche. Et voyez le vrai chef du village de Wanzarbe 1 à droite. C'est cet homme de près de 70 ans. Terminons avec le cas le plus flagrant. Regardez le votant du village de Abuja à droite, un homme d'à peine 40 ans, et voyez le vrai chef du village de Abuja à gauche, un vieillard de plus de 70 ans qui marche à peine. La fraude est évidente, l'imposture est flagrante. L'on a manifestement fait voter des imposteurs à la place des véritables chefs de ces 3 villages. Pire, ils ne peuvent en aucun cas être considérés comme des représentants désignés par les chefs légaux et légitimes, car à une sommation de dire que voici, datée du 28 juillet 2017, adressée par les héritiers de la chefferie du Gorwal, par les soins des huissiers au gouverneur de Tillabéri, président du bureau de vote, ce dernier, dans sa réponse que voilà, en date du 1er août, dit: Monsieur, j'ai l'honneur de vous informer que lors des élections du chef de canton de Gorwal tenues le 15 juillet 2017 à Colman, qu'il n'y a eu aucun vote par procuration. Par conséquent, je vous confirme qu'il n'y a jamais eu l'utilisation des procurations au cours de ce scrutin. Comment alors des individus peuvent-ils voter en lieu et place des véritables chefs de village sans aucune procuration dûment délivrée par ces derniers? Comment des imposteurs ont-ils pu voter sans procuration et sans que personne ne les découvre? De deux choses l'une. Ou bien le gouverneur de la région de Tillabéri, M. Ibrahim Tidjani Kachala, n'a pas dit la vérité, ou bien il a été lui-même trompé par les organisateurs de cette imposture. Dans les deux cas, quelle valeur juridique, légale ou légitime, revêt un tel vote? Reste à présent au gouverneur de Tillabéri, voire au gouvernement, d'en tirer les conclusions. Remise hier soir à l'hôtel Gawai de Niamey des trophées et témoignages de satisfaction à des entreprises et personnels du Niger. 100% Niger Award, qui est à sa 4e édition, a permis de nominer Abdulrazak Issoufou Alfaga, l'homme de l'année, devant un panel d'invités. Echatou Mamadou sur les images de RTT. Initié en 2010, 100% Niger Awards est à sa 4e édition avec toujours le même objectif, celui d'honorer les femmes et hommes des entreprises qui participent pleinement au progrès de l'économie du pays. C'est le lieu de féliciter le président de la République, chef de l'État, Issou Mamadou, qui, à travers ses actions salvatrices, aujourd'hui a su faire parler du Niger. Je ne pourrais pas finir d'ailleurs mes propos sans saluer le premier chef du gouvernement qui, dans cette même salle en 2012, était là pour la 2e édition. L'actuel gouverneur de la région de Niamey, parrain de cette 4e édition, salue l'initiative et affirme qu'elle cadre avec l'un des objectifs de la Renaissance. Monsieur les initiateurs de 100% Niger Award,
Soyez-en félicités pour cette initiative qui cadre parfaitement avec notre vision de faire du Niger une nation de culture et de promotion de l'excellence. Plusieurs entreprises nationales, internationales et autres personnalités, dont entre autres l'ARTP, la Sonidep, la Loterie, la Soja Satom ont été distinguées et honorées. Abdourazak Issifou Alfaga, champion du monde et meilleur combattant de l'année en taekwondo, est désigné l'homme de l'année par 100% Niger Awards. Un trophée et un témoignage de satisfaction lui ont été décernés. L'initiateur de 100% Niger Awards compte pérenniser ses actions et aller au-delà des frontières du Niger. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi à toutes et à tous. Prochain rendez-vous de la rédaction demain, Inch'Allah, à partir de 12h30. Très bonne réception. Au revoir.